18h à Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RAL 24 News. Tout de suite, les titres de cette édition. Élections législatives anticipées décisives en France. Les bureaux de vote fermeront dans pas longtemps. Les Français retiennent leur souffle. Leur seule crainte, voir le Rassemblement national remporter la majorité. On ira à Paris pour plus de détails. Retrouvez notre envoyé spécial. Neuf mois après le début du génocide sioniste à Gaza, des milliers de Palestiniens sont tombés en martyrs et une centaine de milliers de blessés. Les appels à un cessez-le-feu immédiat et une aide sans entrave s'intensifient. À l'occasion de l'intronisation de Keir Starmer en tant que Premier ministre, le président sahraoui Brahim Ghali a appelé la Grande-Bretagne à contribuer efficacement pour mettre fin à la colonisation. Et enfin, dans le conflit ukrainien, l'armée russe a annoncé aujourd'hui avoir le contrôle d'un village dans l'est de l'Ukraine. La France vit un moment politique inédit, une élection législative anticipée cruciale qui a fait suite à la dissolution surprise décidée par Emmanuel Macron le soir des élections européennes. Ce dimanche, les Français se sont rendus aux urnes sur fond de division profonde. D'un côté, le Rassemblement national, parti d'extrême droite qui vise une majorité absolue. De l'autre, la gauche réunie en un nouveau front populaire. Les deux formations politiques sont au coude à coude. Puis arrive la coalition présidentielle regroupant les partis centristes Ensemble pour la République. Les premiers résultats devraient tomber ce soir dès 20h, heure française. Pour le moment, on peut déjà affirmer qu'il y a une participation historique, un record depuis 1981. Au revoir. C'est-à-dire que tous les votes Et puis, direction Paris, où se trouve notre envoyé spécial Nouhed Ben Khadem pour plus de précisions. Bonsoir Nouhed. Bonsoir Tinhinan. Alors, que peut-on retenir de cette journée de vote ? Alors Tinhinan, vous l'avez dit il y a quelques instants, plus qu'une heure avant la fermeture des bureaux de vote dans les grandes villes françaises, des bureaux de vote qui ont vu affluer un grand nombre de votants aujourd'hui pour ce second tour des législatives, ce qui reflète donc l'importance de cette journée pour la France et pour les Français. Certains électeurs me racontaient même ce matin qu'ils venaient représenter donc des membres de leur famille qui leur avaient fait des procurations. Certains venaient avec jusqu'à 3 procurations on parle dans un bureau de vote. Alors Emmanuel Macron pourra-t-il continuer à gouverner avec la majorité présidentielle ou devra-t-il cohabiter avec Jordan Bardella du RN ou une autre personnalité de gauche? Réponse dans quelques heures. En attendant, le taux de participation à ce second tour a atteint les 59,71% à 17h, en légère hausse par rapport au premier tour où il était donc à 57%, un record depuis 1981. Alors l'Institut de sondage Ipsos estime que le taux de participation pourrait atteindre les 67% à la fin de la journée. On rappelle qu'il était à 66,71% lors du premier tour. On rappelle également que 101 députés doivent être élus aujourd'hui. Ils doivent donc intégrer l'Assemblée nationale qui se trouve derrière moi. Et puis, côté sécurité, Tinhinan, alors qu'on s'attend à d'importantes manifestations si le Rassemblement national l'emporte, un important dispositif sécuritaire a été mis en place. 30 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à travers tout le territoire, 5 000 rien que sur Paris et en banlieue. En bref, cette journée sera dans tous les cas qualifiée d'historique pour les Français. Quelle que soit l'issue de ce scrutin, il tracera la voie pour la suite du quinquennat du président Emmanuel Macron. Nouhed, vous avez parlé justement de cette participation et de ces votes par procuration. Est-ce que le fait de faire voter les abstentionnistes ou les gens qui n'étaient pas vraiment décidés à aller voter est un enjeu pour l'ensemble des partis aujourd'hui en France ?
Écoutez, Tinhinan, oui, effectivement, c'est un enjeu, mais il faut savoir aussi que beaucoup de Français ont décidé de s'abstenir pour ce second tour. Ils sont nombreux quand même. Beaucoup aussi ont décidé de voter blanc lors de ce second tour. Reste à savoir si ça va pencher sur la balance. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut voir les grands partis, par exemple la gauche qui détient lors du premier tour l'ensemble des grandes villes françaises, est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat pareil, avoir encore l'hégémonie sur les grandes villes françaises et le reste des partis avoir leur hégémonie dans leur région? Écoutez, Tinhinan, la gauche semble bien partie, étant donné qu'aujourd'hui, il y a eu les résultats du vote qu'il y a eu hier, on le rappelle, en Outre-mer, en Guyane, en Guadeloupe, etc. Et de ce côté-là, eh bien, c'est la gauche qui l'a emporté. Le RN n'a obtenu aucun poste donc, à l'Assemblée nationale. Donc on peut vraiment s'attendre à tout ici. Très bien, Nouhed, merci pour l'ensemble de ces explications. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Paris. Je vous le disais à l'instant, c'est un scrutin crucial qui se joue ce dimanche en France et les craintes de manifestations n'est pas écartées à Paris, à Lyon, à Nantes ou encore à Marseille. Les commerçants se brigadent craignant le débordement violent de manifestations spontanées post-élection. Au premier tour, les rues françaises ont été prises d'assaut par les militants anti-droite. Plusieurs incidents ont été signalés. Et à présent, je vous propose d'écouter le candidat du nouveau Front populaire de la deuxième circonscription de Saint-Denis, Jérôme Le Gavre. Lui pointe du doigt Emmanuel Macron, qui, selon ce dernier, a ouvert le boulevard au Rassemblement national. Et il s'exprimait au micro de notre envoyé spécial en France, Nouhed Belkhadem. On écoute. La situation est plus difficile, elle est plus compliquée parce que le Rassemblement national, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, a fait un score très important. On pouvait s'y attendre parce que pendant plusieurs années, Emmanuel Macron n'a cessé en définitive d'ouvrir un boulevard au Rassemblement national et de lui servir de tremplin. À sa politique raciste, de division raciste, et à ses idées qui sont des idées de xénophobes absolument détestables. Il y a eu plusieurs lois qui ont été passées sous les gouvernements précédents d'Emmanuel Macron qui ciblent une partie de la population française, et ça prépare évidemment, ça ouvre un boulevard encore une fois au Rassemblement national. Donc on est dans une situation où le Rassemblement national pourrait avoir la majorité absolue à l'Assemblée dimanche soir. Ce serait évidemment une catastrophe pour le pays parce que ça ouvrirait grand les vannes et les portes à sa politique d'une extrême violence, de violence raciste et à sa politique de haine. Pendant toute la campagne, là, les langues se sont déliées, la parole raciste s'est libérée, c'est extrêmement inquiétant. Alors ce scénario semble, dans les sondages en tout cas, s'éloigner. Il semblerait que la majorité absolue pour le Rassemblement national ne soit pas, au bout du compte, au rendez-vous, et tant mieux. Mais c'est pour ça qu'on se bat, y compris vraiment, j'allais dire comme des chiens. Parce qu'il faut à tout prix écarter ce scénario. Et puis il faut tourner aussi la page de la politique qui est menée par Emmanuel Macron depuis des années dans ce pays et qui a profondément abîmé le pays. Les Français sont donc appelés à fixer leur destin ce dimanche en choisissant les futurs 777 nouveaux occupants du Palais Bourbon. Majorité absolue, cohabitation. À l'heure actuelle, tout est encore possible. Cela dit, la seule chose sur laquelle les Français semblent être d'accord, c'est l'action. Monsieur Félix Bonjour. 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 Merci. À voter. On nous apprend très tôt à l'école que c'est un devoir de citoyen, c'est pas seulement un droit mais aussi un devoir de participer à la vie politique à notre échelle. Et je pense que dans un contexte de crise comme c'est le cas en ce moment, que ce soit économique, social, de tension, c'est important d'essayer de faire entendre sa voix. On sent que les gens le prennent très à cœur, peu importe pour qui ils votent, et puis on sent que ça appelle aussi facilement des violences, encore plus facilement que d'habitude, dans la rue, dans les conversations, etc. Donc
je pense que c'est pas le moment de rester inactif, quoi. Comme toutes les élections, pour moi c'est important. Hein. Je suis française et voilà, je fais mon devoir de français, comme on a toujours fait, depuis même avant la guerre. C'est important d'aller voter, c'est un devoir citoyen, et surtout en ce moment, avec ce qui se passe. C'est un moment un peu particulier dans le sens où je pense qu'on est appelé à un vote un peu dans la foulée. Donc, mais il faut exercer notre droit et devoir de citoyen en République. C'est l'heure de passer à présent à notre dossier consacré à la Palestine occupée. Et en ce 7 juillet, le 9e mois du génocide à Gaza débute. Depuis 275 jours, la bande de Gaza est le théâtre d'une offensive sans précédent. Et au cours des dernières 24 heures, l'entité sioniste a mené plusieurs bombardements sur différentes régions de l'enclave. On enregistre ainsi 3 martyrs à El-Mina, 69 martyrs à Zawaïda. À noter que ces bombardements sur l'enclave, notamment à Khan Younes ou encore sur le camp de réfugiés palestiniens, ont fait des dizaines de blessés. Les opérations de recherche des dépouillés de blessés se poursuivent. Le bilan de cette agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi ce dimanche à 38 150 martyrs et 87 705 blessés depuis le 7 octobre dernier, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. À noter que ce bilan, bien que lourd, reste encore provisoire en raison des nombres de personnes disparues et ou encore sous les décombres. Dans la bande de Gaza, la barbarie sioniste n'a plus de limite. Depuis 9 mois, l'occupant sioniste viole l'ensemble du droit international et du droit international humanitaire en faisant des enfants sa cible aux côtés des humanitaires et des établissements sanitaires. Vous allez le voir sur les images qui suivent. Des dizaines de Palestiniens, pour la plupart des enfants, sont transportés à l'hôpital d'Al-Aqsa à Dir el-Belah à la suite d'une frappe sioniste sur une école de l'UNRWA à Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza, où des milliers de personnes déplacées s'étaient réfugiées. Et à El Zawaïda, dans le centre de Gaza, toujours la situation n'est guère mieux. 6 Palestiniens, dont 2 enfants, tous membres de la même famille, sont tombés en martyrs lors d'une frappe aérienne ayant visé leur maison. Nous dormions à 1h30 du soir et nous avons été surpris par l'effondrement de la maison. J'ai couru et j'ai trouvé mes neveux, mon frère, ma belle-sœur et leurs jeunes enfants. La maison s'est effondrée sur eux. Ils ont été réduits en morceaux et leur sang jonchait le sol. Nous avons été frappés sans avertissement et 6 d'entre nous sont tombés en martyrs. Elle aussi que depuis 9 mois, l'agression sioniste contre la bande de Gaza n'a plus de limite dans la barbarie et que les appels à un cessez-le-feu immédiat, mais aussi pour l'accès à l'aide humanitaire, ne cessent de s'intensifier de par le monde. Cela fait maintenant 9 mois que l'armée d'occupation sioniste attaque et tue des Palestiniens à Gaza. Dans la nuit de samedi à dimanche, au moins 55 Palestiniens sont tombés en martyrs et 123 autres blessés dans une attaque sioniste avec des roquettes, de l'artillerie et des tirs d'armes à feu contre des maisons à Gaza. Des blessés ont également été recensés dans les camps de réfugiés où des milliers de personnes déplacées de force étaient hébergées. Le bilan de l'attaque risque de s'alourdir dans les prochaines heures alors que les opérations de recherche se poursuivaient pour trouver les victimes et blessés toujours portés disparus sous les décombres.
Alors que l'impact humanitaire du génocide sioniste à Gaza est apocalyptique et s'aggrave de jour en jour, selon les travailleurs humanitaires de l'ONU, la violence et l'expansion incessante des colonies sionistes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée se multiplient. Au cours de l'année 2024, plus de 318 maisons et structures palestiniennes ont été démolies en exécution des plans expansionnistes sionistes en Cisjordanie occupée, y compris El-Quds occupée, qui sont pourtant en vertu du droit international des territoires occupés, et toute construction de colonies y est donc illégale. Au 275e jour des attaques génocidaires contre les Palestiniens, Gaza est inhabitable. Les engins non explosés et les débris continuent de présenter des risques importants de blessures ou de décès pour la population, alors que de plus en plus de personnes retournent vers les zones qui ont été bombardées ou ont été le terrain de violentes agressions. Ces risques font que la ville de Gaza n'est plus un lieu sûr. Selon l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, 250 000 Palestiniens seront contraints de quitter la ville. Parallèlement, les appels en faveur d'un cessez-le-feu immédiat pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et pour l'adhésion de l'État de Palestine aux Nations Unies se renforcent. Début juillet dernier, l'Algérie avait insisté au Conseil de sécurité que le monde devait agir, car sans une action urgente, le monde sera témoin d'une tragédie humanitaire qui sera écrite dans les pages les plus sombres de l'histoire. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche au moins 15 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats d'El Khalil, de Toba, Ramallah et El-Quds occupés, ce qui porte le bilan des arrestations en Cisjordanie occupées depuis le 7 octobre à 9 550. Je vous le disais en titre, le président de la République arabe démocratique sahraoui, Brahim Ghali, a adressé un message de félicitations au Premier ministre britannique Keir Starmer, dans lequel il a félicité de son élection. Brahim Ghali a exhorté Starmer à contribuer efficacement lors de son mandat pour mettre fin à la colonisation du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Son Excellence, M. Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord. Son Excellence, le Premier ministre. C'est pour moi un grand plaisir de vous adresser cette lettre, au nom du gouvernement et du peuple sahraoui, pour vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection au poste de Premier ministre du Royaume-Uni, en vous souhaitant plein succès dans votre mission. Votre élection témoigne de la grande confiance placée en vous et en le Parti travailliste pour redonner espoir, apporter le changement nécessaire et conduire votre grande nation vers la construction d'une économie plus forte, contribuant à un environnement plus sain et à un avenir meilleur pour tous. Le Front Polisario est une organisation sœur du Parti des travailleurs et nous sommes impatients de poursuivre et d'approfondir les relations existantes entre nos deux organisations, tout en persévérant dans notre quête d'un monde meilleur dans lequel les droits de l'homme et le droit des peuples à l'autodétermination et à la liberté sont pleinement respectés. Nous sommes reconnaissants et hautement reconnaissants du soutien indéfectible que certains députés travaillistes apportent à notre peuple alors qu'il cherche à exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Le plaidoyer de ces hommes et femmes de principe au Parlement et au-delà en faveur de notre peuple est grandement apprécié. Le peuple du Sahara occidental, victime de l'occupation étrangère depuis près de 5 décennies, a toujours considéré le Royaume-Uni comme un ardent défenseur de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des peuples. Nous espérons que le Royaume-Uni, sous votre direction, contribuera de manière pratique et efficace aux efforts internationaux visant à décoloniser le Sahara occidental, la dernière colonie d'Afrique, au service du maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre région.
On reste en Afrique et direction Niamey où s'est tenu le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs des transitions du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du Mali, le colonel Assimi Goïta, et du Niger, le général Abdourahmane Tiani, ont adopté à cette occasion le traité portant sur la création de la Confédération Alliance des États du Sahel dotée d'instruments juridiques. Les chefs d'État se sont félicités de leur retrait irrévocable et sans délai de la CEDEAO. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le succès enregistré grâce à la mutualisation des moyens des trois États dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines. Un continent à l'autre direction, l'Ukraine ouvre la Russie, dans le cadre de son opération militaire spéciale en Ukraine, a annoncé la prise d'un nouveau village dans l'est du pays. Non, monsieur, c'est ainsi que s'achève cette édition. Pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble en plateforme digitale et retrouvez dès 19h Karim Bouaziz pour l'édition spéciale.